Bienvenue sur les rares livres. Aujourd'hui, on résume Les passions de l'âme de René Descartes. Un classique qui explore la puissance des émotions sur l'esprit humain. Introduction. Le cœur et la raison. Imaginez un penseur qui, après avoir posé les fondations de la philosophie moderne en affirmant le pouvoir de la raison pure, se tourne vers le chaos apparent de nos émotions. Un esprit capable de déduire l'existence à partir de la seule pensée et qui décide ensuite de s'attaquer à ce qui semble le plus insaisissable en nous, nos passions. C'est le voyage audacieux de René Descartes avec son œuvre fascinante, Les passions de l'âme. Publié en 1649, peu avant sa mort, ce livre est une tentative révolutionnaire pour son époque. À un moment où les émotions étaient souvent perçues comme des faiblesses à réprimer ou des mystères insondables, Descartes propose une approche radicalement différente. Lui, le champion de la raison et de la méthode scientifique, ne se contente pas de juger les passions, il cherche à les expliquer, à les déconstruire comme des mécanismes naturels, presque comme un ingénieur démontrait une machine complexe. Son but n'est pas de les anéantir, mais de les comprendre pour mieux les gérer. Il s'agit de soumettre à la lumière de la raison ce qui semble relever de l'obscurité de nos instincts. Ce n'est pas un hasard si Descartes, père de la géométrie analytique et de la pensée mécanique, a choisi d'appliquer sa méthode rigoureuse aux affections de l'âme. Pour lui, même les sentiments les plus intenses ont une structure, une origine et des effets que l'on peut analyser. Ce livre est une pierre angulaire, car il jette les bases d'une psychologie scientifique, bien avant que le terme n'existe. Il pose des questions toujours pertinentes aujourd'hui. Comment le corps et l'esprit interagissent-ils? D'où viennent nos émotions? Et surtout, comment pouvons-nous, êtres pensants, ne pas être esclaves de nos passions, mais plutôt en devenir les maîtres? Au fil de cette exploration, vous découvrirez la fameuse dualité cartésienne entre l'âme et le corps, et comment Descartes tente d'expliquer leur mystérieuse union au sein de la glande pinéale. Nous démêlerons la mécanique des esprits animaux qui, selon lui, sont les messagers entre notre physique et notre psychique. Plus important encore, nous allons déchiffrer les 6 passions primitives, l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse, les racines de toute notre vie émotionnelle. Enfin, nous aborderons la question cruciale de la maîtrise de soi, non pas par la suppression stérile des émotions, mais par une compréhension éclairée qui nous permet de les réguler au service de notre bien-être et de notre vertu. Ce voyage dans les passions de l'âme est une invitation à mieux vous connaître, à comprendre comment vos émotions se forment et comment elles influencent vos jugements et vos actions. Descartes ne promet pas la froideur du stoïcien, mais la sagesse d'un esprit qui sait utiliser ses passions à bon escient. Il nous offre les outils intellectuels pour démystifier nos sentiments, pour les observer avec une distance nouvelle, et pour enfin prendre les rênes de notre vie intérieure. Pour ne manquer aucune étape de cette exploration fascinante au centre de l'expérience humaine, et pour comprendre comment les idées de Descartes peuvent encore éclairer notre propre rapport aux émotions, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Plongeons ensemble dans la sagesse cartésienne et découvrons comment les passions de l'âme peuvent transformer notre compréhension de nous-mêmes. Chapitre 1. La dualité humaine et la glande pinéale. Pour comprendre la vision cartésienne des passions, il est impératif de plonger au cœur de sa métaphysique, là où réside la distinction fondamentale entre le corps et l'âme. René Descartes, figure tutélaire de la philosophie moderne, a bâti son système sur une séparation radicale de ces deux entités, une distinction qui, loin d'être une simple spéculation abstraite, a des implications profondes sur la nature même de notre être, et, par extension, sur la manière dont nous expérimentons et gérons nos émotions. Cette dualité, connue sous le nom de dualisme cartésien, est la pierre angulaire de son explication des passions de l'âme. Descartes postule l'existence de 2 substances distinctes et fondamentalement différentes. La substance étendue, le corps. Elle est caractérisée par l'étendue, c'est-à-dire l'occupation de l'espace, la divisibilité et le mouvement. Le corps est une machine, un ensemble de mécanismes complexes soumis aux lois de la physique. Il est comparable à une horloge, un automate, dont toutes les fonctions peuvent être expliquées par des causes matérielles et efficientes.
Les mouvements des membres, la digestion, la respiration, la circulation sanguine, tout cela relève du corps et de ses mécanismes purement matériels. Dans cette perspective, le corps humain est une merveille d'ingénierie naturelle, mais une ingénierie avant tout. La substance pensante, l'âme. Elle est caractérisée par la pensée, la conscience, la volonté, le doute, la compréhension, l'imagination et le sentiment. L'âme est immatérielle, indivisible et n'occupe pas d'espace. Elle est le siège de la conscience et du libre arbitre. C'est en elle que réside notre capacité à douter, à raisonner, à vouloir et à percevoir. L'âme est ce qui nous rend fondamentalement différents d'une machine, car elle est le lieu de l'expérience subjective et de la liberté. Cette distinction radicale pose immédiatement un problème majeur, le fameux problème de l'union ou de l'interaction des substances. Comment une substance immatérielle et sans étendue, l'âme, peut-elle interagir avec une substance matérielle et étendue, le corps? Si elles sont si différentes, comment peuvent-elles s'influencer mutuellement? Comment ma volonté, un acte de l'âme, peut-elle mouvoir mon bras, un corps? Et comment une sensation physique, un corps qui brûle, peut-elle produire une douleur, une perception de l'âme? C'est pour résoudre ce dilemme que Descartes introduit un concept anatomique et physiologique audacieux pour son époque, la glande pinéale ou épiphyse. Il la désigne comme le siège principal de l'âme et le point d'union où s'opère l'interaction entre les deux substances. Son choix de cette petite glande située au centre du cerveau n'est pas anodin. Descartes pensait qu'elle était la seule partie du cerveau qui n'était pas double, et donc la seule qui pouvait être le point de convergence unique où les impressions des deux yeux et des deux oreilles se rencontraient, et où l'âme pouvait exercer son influence sur le corps sans être divisée. Pour Descartes, la glande pinéale n'est pas l'âme elle-même, mais le lieu où l'âme exerce ses fonctions les plus directes sur le corps, et où elle reçoit les impressions du corps. C'est une sorte de capitaine ou de pilote qui dirige le navire qu'est le corps. Le mécanisme de cette interaction, tel que Descartes l'imagine, est complexe et repose sur le concept des esprits animaux. Il ne s'agit pas d'esprits au sens immatériel ou mystique, mais de particules matérielles extrêmement fines et subtiles, issues du sang, qui sont produites dans le cerveau et circulent à travers les nerfs. Ces esprits animaux sont pour Descartes les agents du mouvement et de la sensation. Ils sont le lien physique entre les organes sensoriels, le cerveau et les muscles. Voici comment Descartes décrit le processus d'interaction et la formation des passions. Réception des impressions sensorielles. Les objets extérieurs, lumière, son, toucher, etc., agissent sur nos organes des sens. Ces actions provoquent des mouvements dans les nerfs, qui sont des sortes de tubes creux transportant les esprits animaux. Transmission au cerveau et à la glande pinéale. Ces mouvements des esprits animaux se propagent le long des nerfs jusqu'au cerveau. De là, ils atteignent la glande pinéale, la faisant bouger de différentes manières selon la nature de l'impression reçue. Perception par l'âme, les passions. Chaque mouvement particulier de la glande pinéale est perçu par l'âme comme une sensation ou une émotion spécifique. Ces perceptions sont ce que Descartes appelle les passions de l'âme. Elles sont des passions, parce que l'âme les subit, elle est passive face à ces mouvements qui lui viennent du corps. Par exemple, un mouvement des esprits animaux causé par la vue d'un danger peut faire bouger la glande pinéale d'une certaine manière, et l'âme perçoit alors la passion de la peur, influence de l'âme sur le corps, les actions. Inversement, l'âme peut, par sa volonté, une action de l'âme, provoquer des mouvements dans la glande pinéale. Ces mouvements de la glande pinéale peuvent ensuite diriger les esprits animaux vers certains muscles, provoquant ainsi des mouvements corporels. Par exemple, si l'âme veut lever le bras, elle agit sur la glande pinéale, qui dirige les esprits animaux vers les muscles du bras, le faisant se lever. Il est crucial de bien saisir la distinction entre les actions de l'âme et ses passions. Les actions de l'âme sont les volontés. Elles sont le fruit de notre libre arbitre. Lorsque nous décidons de penser à quelque chose, de bouger un membre ou d'exercer notre jugement, c'est une action de l'âme. L'âme est active, elle initie le mouvement. Les passions de l'âme sont les perceptions, les sensations, les sentiments. Elles sont ce que l'âme subit ou reçoit du corps.
Lorsque nous ressentons de la joie, de la tristesse, de la colère ou de l'admiration, ce sont des passions. L'âme est passive, elle est affectée par les mouvements des esprits animaux provenant du corps. Descartes insiste sur le fait que les passions, bien que parfois déroutantes ou excessives, ne sont pas intrinsèquement mauvaises. Au contraire, elles ont une utilité fondamentale pour la conservation du corps et le bien-être de l'individu. Elles sont des signaux, des avertissements, des incitations. Elles nous alertent sur ce qui est bon ou mauvais pour le corps. La douleur nous avertit d'un danger physique. La joie nous indique que quelque chose est bénéfique. Elles nous incitent à agir pour notre survie et notre prospérité. La peur nous pousse à fuir le danger. Le désir nous pousse à rechercher ce qui nous est utile. L'amour nous pousse à nous unir à ce qui nous est bénéfique. Elles sont des moteurs pour l'action. Sans passion, l'âme, purement rationnelle, pourrait manquer de motivation pour agir dans le monde matériel. Les passions sont les aiguillons qui nous poussent à interagir avec notre environnement pour notre propre conservation. Cependant, la difficulté réside dans le fait que les passions peuvent être trompeuses ou excessives. Elles peuvent nous pousser à agir de manière irrationnelle ou nuisible si elles ne sont pas correctement gouvernées par la raison. C'est là que réside tout l'enjeu de l'ouvrage, comprendre leurs mécanismes pour mieux les maîtriser, non pas pour les éradiquer, ce qui serait impossible et même nuisible, car elles sont utiles, mais pour les diriger vers le bien. Le génie de Descartes réside dans cette tentative de rationaliser l'émotion. Il ne voit pas les passions comme des manifestations inexplicables d'une âme tourmentée, mais comme des phénomènes naturels, dont les causes et les effets peuvent être étudiés. Bien que sa théorie de la glande pinéale et des esprits animaux soit aujourd'hui dépassée par les avancées des neurosciences, sa démarche méthodologique, chercher à comprendre les mécanismes physiologiques derrière les phénomènes psychiques, a été incroyablement précurseur. Il a ouvert la voie à une approche scientifique de l'esprit, même si ses outils conceptuels étaient limités par les connaissances de son temps. En somme, la dualité cartésienne entre le corps et l'âme et le rôle pivot de la glande pinéale comme interface sont les fondations sur lesquelles Descartes bâtit toute son analyse des passions. Ces dernières sont des perceptions que l'âme subit en réponse aux mouvements des esprits animaux, eux-mêmes générés par les interactions du corps avec le monde. Loin d'être de simples perturbations, elles sont des forces motrices essentielles à notre survie et à notre action, mais qui nécessitent une régulation attentive de la part de la raison. C'est cette compréhension fondamentale qui nous permettra d'explorer plus en détail les 6 passions primitives et la manière dont, selon Descartes, nous pouvons aspirer à devenir les maîtres de notre vie émotionnelle. Chapitre 2. L'admiration, l'amour et la haine. Après avoir établi la dualité fondamentale entre le corps et l'âme, et le mécanisme par lequel les passions se forment à travers l'interaction de la glande pinéale et des esprits animaux, René Descartes se penche sur la classification de ces affections de l'âme. Il n'y a pas une infinité de passions distinctes, selon lui, mais un nombre limité de passions primitives ou simples, dont toutes les autres découlent, soit par combinaison, soit par modification. Ces 6 passions fondamentales sont l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. Dans ce chapitre, nous allons nous immerger dans les 3 premières, explorant leur nature, leur utilité et leurs manifestations initiales. Descartes débute cette partie en soulignant que la liste de ces 6 passions n'est pas arbitraire. Elles sont les affections de l'âme qui sont les plus claires et les plus distinctes dans notre conscience et dont la nature ne semble pas dépendre d'une combinaison avec d'autres. Toutes les autres passions, qu'il s'agisse de la colère, de l'envie, de la pitié ou de la fierté, peuvent être comprises comme des variations, des intensifications ou des combinaisons de ces 6 racines. Comprendre ces fondations est donc la clé pour déchiffrer la complexité de notre vie émotionnelle. 1. L'admiration, la première émotion de la nouveauté. La première des passions primitives que Descartes analyse est l'admiration. C'est une passion que nous ressentons tous, souvent sans en comprendre la profondeur de sa mécanique ou l'importance de son rôle. Nature et origine. L'admiration naît de la surprise ou de l'étonnement face à un objet ou un événement qui nous apparaît comme nouveau, rare ou très différent de ce à quoi nous sommes habitués. Elle ne se rapporte pas directement au bien ou au mal de l'objet, mais à sa seule nouveauté ou singularité.
Lorsque quelque chose se présente à nos sens de manière inattendue, les esprits animaux, au lieu de prendre un chemin déjà tracé vers une réponse habituelle, sont détournés et se dirigent en masse vers le cerveau, provoquant un mouvement particulier de la glande pinéale qui est perçu par l'âme comme de l'admiration. C'est une concentration soudaine de l'attention de l'âme sur l'objet perçu. Utilité. Descartes attribue une utilité fondamentale à l'admiration. Son rôle principal est de nous inciter à porter attention aux choses qui nous semblent nouvelles ou extraordinaires, afin de les examiner et de déterminer si elles nous sont utiles ou nuisibles. Sans l'admiration, nous pourrions ignorer des phénomènes importants et passer à côté de découvertes cruciales pour notre survie ou notre amélioration. C'est elle qui pousse l'esprit à la curiosité, à l'exploration et à l'apprentissage. Elle est le point de départ de toute connaissance nouvelle. Un scientifique s'émerveille devant un phénomène inexpliqué, un artiste devant une forme inusitée, un enfant devant un jouet inconnu. Cette capacité à être surpris est essentielle à l'acquisition de la connaissance. Manifestation et danger. L'admiration se manifeste souvent par une ouverture des yeux et une immobilité du corps, comme si l'on était figé par la nouveauté. Si l'admiration est modérée, elle est utile. Mais si elle est excessive, elle peut devenir de l'étonnement stérile, où l'âme reste fixée sur l'objet sans progresser vers sa compréhension. Elle peut alors inhiber l'action ou le jugement, nous rendant passifs face à ce qui est perçu comme extraordinaire. Le danger est de rester fasciné plutôt que d'analyser et d'apprendre. Descartes nous met en garde contre la stupéfaction qui fige l'esprit plutôt que de le stimuler. 2. L'amour. L'union avec le bien perçu. Après l'admiration, qui est neutre quant au bien ou au mal, Descartes aborde l'amour, une passion qui, elle, est directement liée à notre évaluation des objets. Nature et origine. L'amour est défini par Descartes comme une émotion de l'âme qui la pousse à vouloir s'unir avec ce qu'elle estime bon, ou à reconnaître cet objet comme bon pour elle. Il ne s'agit pas seulement d'une attirance intellectuelle, mais d'une sensation profonde qui accompagne le jugement que l'objet est bénéfique. Les esprits animaux sont mis en mouvement de manière à incliner l'âme, à se lier à l'objet perçu comme désirable, et le corps à s'y joindre ou à s'en approcher. Descartes distingue deux aspects fondamentaux de l'amour. La bienveillance, le désir de faire du bien à l'objet aimé. C'est l'aspect altruiste de l'amour, où l'on souhaite le bien de l'autre pour lui-même. La concupiscence, le désir de posséder l'objet aimé ou de s'unir à lui pour son propre bien. C'est l'aspect égoïste, mais pas nécessairement négatif de l'amour, où l'on recherche son propre avantage dans l'union avec le bien perçu. Ces deux aspects peuvent coexister et se renforcer mutuellement. L'amour est donc une force d'attraction, un mouvement vers l'union, que ce soit une union physique, intellectuelle ou spirituelle. Utilité. L'utilité de l'amour est primordiale pour la conservation et l'épanouissement de l'individu et de l'espèce. Il nous pousse à nous lier à ce qui nous est nécessaire ou bénéfique. Il favorise la coopération, la formation de liens sociaux et la procréation. L'amour nous pousse à rechercher les compagnies agréables, à former des familles, des amitiés, des communautés. Il est à la base de la bienveillance et de la générosité, que Descartes considérera comme une passion vertueuse essentielle. Sans amour, nous serions des êtres isolés et indifférents à ce qui peut contribuer à notre bien. Manifestation et danger. L'amour se manifeste par une sensation de chaleur agréable dans la poitrine, un désir de proximité, une attention particulière portée à l'objet aimé, ses dangers résidant dans son excès ou dans son objet. Un amour aveugle peut nous lier à ce qui est en réalité nuisible, ou nous faire négliger d'autres biens essentiels. L'amour peut devenir passionné au point de nous faire perdre le jugement rationnel, nous poussant à des actions imprudentes ou destructrices, par exemple la jalousie ou l'obsession. C'est ici que la raison doit intervenir pour évaluer la véritable valeur de l'objet de notre affection. 3. La haine. La séparation d'avec le mal. Perçue, symétrique à l'amour, la haine est la passion qui nous pousse à nous éloigner de ce qui est jugé nuisible. Nature et origine. La haine est définie par Descartes comme une émotion de l'âme qui la pousse à vouloir se séparer de ce qu'elle estime mauvais ou à percevoir cet objet comme mauvais pour elle.
C'est un mouvement de l'âme qui accompagne le jugement qu'un objet ou un événement nous est nuisible, déplaisant ou dangereux. Les esprits animaux sont mis en mouvement de manière à incliner l'âme à se détacher de l'objet perçu comme indésirable et le corps à s'en éloigner ou à le repousser. Tout comme l'amour, la haine a deux aspects, l'aversion, le désir de s'éloigner de l'objet haï ou de le repousser. Le mal désiré, le désir que du mal arrive à l'objet haï, afin d'être débarrassé de son influence. C'est l'aspect où l'on souhaite la destruction ou la disparition de ce qui est perçu comme une menace. La haine est donc une force de répulsion, un mouvement d'éloignement. Elle est la réaction naturelle à la perception d'un danger ou d'un dommage. Utilité. L'utilité de la haine est également essentielle pour la conservation de l'individu. Elle nous avertit des dangers et nous pousse à les éviter ou à les combattre. Sans la capacité de haïr ce qui nous est nuisible, nous ne pourrions pas nous protéger efficacement. Elle nous pousse à rejeter les aliments toxiques, à fuir les situations dangereuses, à combattre les menaces. Elle est à la base de l'autopréservation et de la défense. Manifestations et dangers. La haine peut se manifester par une sensation de constriction, de froid, une grimace, un recul physique. Son danger majeur réside dans son excès ou son aveuglement. Une haine disproportionnée peut nous pousser à la violence, à la vengeance, à l'injustice. Elle peut nous faire voir du mal là où il n'y en a pas, ou nous faire haïr des personnes innocentes sur la base de préjugés ou de malentendus. Elle peut également consumer l'âme et la détourner de la recherche du bien. Une haine mal dirigée est l'une des sources les plus profondes de souffrance et de conflit, tant pour l'individu que pour la société. En conclusion de ce chapitre, l'admiration, l'amour et la haine sont les premières pierres de l'édifice cartésien des passions. L'admiration ouvre notre esprit à la nouveauté et à l'apprentissage, nous rendant attentifs à ce qui nous entoure. L'amour nous pousse à l'union avec ce qui nous est bénéfique, nourrissant les liens essentiels à notre survie et à notre épanouissement. La haine, quant à elle, nous protège en nous incitant à nous éloigner ou à rejeter ce qui est nuisible. Ces trois passions, bien que différentes dans leur orientation, nouveauté, attraction, répulsion, sont toutes des réponses fondamentales du corps et de l'âme aux perceptions du monde extérieur. Elles sont des signaux, des incitations à agir d'une certaine manière pour la conservation de notre être. Cependant, Descartes insiste déjà sur le fait que leur puissance peut nous égarer si elles ne sont pas soumises au jugement éclairé de la raison. C'est la première étape vers une compréhension qui nous permettra non pas d'éliminer ces forces vitales, mais de les gouverner pour notre bien suprême. La prochaine étape nous mènera aux trois passions restantes, le désir, la joie et la tristesse, qui sont les véritables moteurs de l'action et de l'expérience du bien et du mal. Chapitre 3. Le désir, la joie et la tristesse. Après avoir exploré l'admiration, l'amour et la haine, des passions qui nous orientent vers la nouveauté, l'attraction ou la répulsion face aux objets, René Descartes se tourne vers les trois autres passions primitives, le désir, la joie et la tristesse. Ces trois émotions sont cruciales car elles se rapportent plus directement à notre action et à l'expérience du bien et du mal dans notre vie. Elles sont les moteurs qui nous poussent en avant ou qui nous alertent sur notre état. Descartes les considère comme des passions fondamentales car elles sont intrinsèquement liées à la poursuite ou à l'évitement de notre bien-être. Tandis que l'admiration est neutre quant à l'utilité, l'amour et la haine nous lient ou nous séparent de ce qui est perçu comme bon ou mauvais. Le désir, la joie et la tristesse complètent ce tableau en décrivant notre rapport actif et évaluatif à ces biens et ces maux, qu'ils soient futurs ou présents. 1. Le désir, le moteur de toute volonté et action. Si l'on devait choisir la passion la plus centrale pour l'action humaine selon Descartes, ce serait sans doute le désir. C'est lui qui met en mouvement toutes nos facultés pour atteindre un but, nature et origine. Le désir est l'agitation de l'âme qui la pousse à vouloir pour l'avenir. Il est la seule de ces 6 passions qui se rapporte spécifiquement à ce qui n'est pas encore possédé ou expérimenté. Il naît de la considération d'un bien ou d'un mal à venir. Lorsque notre âme perçoit qu'une chose pourrait lui être avantageuse ou qu'un danger pourrait lui nuire, les esprits animaux sont mis en mouvement de manière à incliner l'âme à rechercher le bien ou à éviter le mal. Le désir est une anticipation, une projection vers l'avenir. Il n'est pas la volonté elle-même,
mais une impulsion puissante qui accompagne et stimule la volonté. Tandis que la volonté est une action de l'âme qui décide, le désir est une passion qui la pousse à vouloir. Il peut être un désir de possession, un désir d'évitement, un désir de connaissance ou toute autre forme d'aspiration qui nous porte vers un état futur. Utilité. L'utilité du désir est absolument fondamentale. Il est le moteur de toutes nos actions. Sans le désir, l'âme resterait inerte, indifférente au futur. Il est l'aiguillon qui nous pousse à travailler, à apprendre, à créer, à construire des relations et même à simplement survivre. Toutes nos entreprises, qu'elles soient simples comme manger quand on a faim ou complexes comme bâtir un empire, sont enracinées dans une forme de désir. Le désir nous pousse à rechercher ce qui est nécessaire à notre conservation et à notre amélioration. C'est la force qui nous fait anticiper les avantages et les dangers et qui mobilise nos facultés pour les atteindre ou les éviter. Il nous rend actifs dans le monde, nous empêchant de sombrer dans l'apathie. Manifestation et danger. Le désir peut se manifester par une tension mentale, une impatience ou une énergie orientée vers l'objectif. Il est le plus puissant des passions car il est le plus constamment présent dans notre vie, toujours tourné vers ce qui pourrait advenir. Cependant, comme toute passion, le désir peut être dangereux s'il n'est pas gouverné par la raison. Un désir excessif ou mal dirigé peut nous rendre esclaves de nos impulsions, nous poussant à des actions imprudentes, illicites ou autodestructrices. Il peut nous faire poursuivre des biens illusoires ou nous détourner de ce qui est réellement bon pour nous. Un désir insatiable mène à l'insatisfaction constante, à la frustration et à la souffrance. Il est facile de se laisser emporter par des désirs qui promettent un bonheur illusoire sans considérer leurs conséquences à long terme. La sagesse réside dans la capacité à évaluer la justesse de nos désirs et à les aligner avec notre jugement rationnel du bien véritable. 2. La joie, la perception du bien présent. La joie est l'expérience agréable du bien, un sentiment qui accompagne la possession ou la contemplation de ce qui nous est bénéfique. Nature et origine. La joie est définie comme une agréable émotion de l'âme qui survient lorsque l'âme jouit d'un bien qu'elle estime sien. C'est une perception, une affection passive qui naît du mouvement des esprits animaux lorsque le corps se trouve dans un état jugé bénéfique, ou lorsque l'âme contemple un objet qu'elle considère comme un bien acquis. La joie se rapporte donc au bien présent ou passé que l'on possède ou dont on se souvient. Il existe de nombreuses formes de joie allant du simple plaisir physique, manger, boire, à la satisfaction intellectuelle, comprendre une vérité, ou morale, avoir bien agi. Toutes partagent cette caractéristique d'être une émotion agréable liée à la possession ou à la contemplation d'un bien. Le mouvement des esprits animaux associé à la joie est souvent caractérisé par une expansion, une dilatation des vaisseaux sanguins et une sensation de légèreté. Utilité. L'utilité de la joie est double. Premièrement, elle est une récompense naturelle qui renforce les comportements bénéfiques. Lorsque nous agissons d'une manière qui conduit à la joie, nous sommes naturellement incités à répéter ces actions. Elle est un signe que nous sommes sur la bonne voie, que nous avons atteint un objectif ou que nous sommes en harmonie avec ce qui nous est bon. Deuxièmement, la joie contribue à notre bien-être général et à notre vitalité. Un esprit qui expérimente la joie est plus ouvert, plus créatif et plus résilient. Elle favorise la santé physique et mentale en agissant comme un baume sur les difficultés de la vie. Elle est une source d'énergie et de motivation pour continuer à poursuivre le bien. Manifestation et danger. La joie se manifeste par des expressions physiques comme le sourire, le rire et un sentiment de légèreté intérieure. Cependant, une joie excessive ou mal fondée peut également être dangereuse. Une joie tirée de l'infortune d'autrui est vicieuse. Une joie démesurée peut nous rendre imprudents, nous faire négliger les dangers ou nous pousser à l'excès dans des plaisirs éphémères qui finissent par nuire à notre bien-être à long terme. Elle peut masquer la réalité des choses et nous empêcher de voir les maux sous-jacents. La joie doit être mesurée et fondée sur un jugement juste de la valeur du bien. 3. La tristesse. L'avertissement du mal, présent. Symétrique à la joie, la tristesse est l'expérience désagréable du mal, un sentiment qui nous avertit de ce qui nous est nuisible.
nature et origine. La tristesse est définie comme une déplaisante émotion de l'âme qui survient lorsque l'âme jouit d'un mal qu'elle estime sien. Elle est une perception, une affection passive qui naît du mouvement des esprits animaux lorsque le corps se trouve dans un état jugé nuisible ou lorsque l'âme contemple un objet qu'elle considère comme un mal présent ou passé. La tristesse se rapporte donc au mal présent ou passé que l'on subit ou dont on se souvient. Tout comme la joie, la tristesse prend de multiples formes. La douleur physique, le chagrin, le remords, l'anxiété. Toutes partagent la caractéristique d'être une émotion désagréable liée à l'expérience d'un mal. Le mouvement des esprits animaux associé à la tristesse est souvent caractérisé par une constriction, un rétrécissement des vaisseaux et une sensation de lourdeur ou de malaise. Utilité. L'utilité de la tristesse est cruciale pour notre conservation et notre protection. Elle est un signal d'alarme qui nous avertit d'un danger, d'un dommage ou d'une situation qui nuit à notre bien-être. Elle nous pousse à réagir, à nous éloigner du mal, à chercher des solutions ou à modifier notre comportement. Sans la capacité de ressentir la tristesse, nous pourrions ignorer les menaces et persister dans des actions qui nous sont nuisibles. Elle nous incite à la prudence et à la réflexion sur les causes de notre souffrance. Manifestation et danger. La tristesse peut se manifester par les larmes, un abattement physique et un sentiment de lourdeur ou de désespoir. Son danger réside également dans son excès ou sa persistance. Une tristesse prolongée peut conduire à la dépression, à l'apathie et à l'incapacité d'agir. Elle peut nous paralyser et nous empêcher de voir les opportunités de changement ou de bien-être. Elle peut également être fondée sur des jugements erronés du mal, nous rendant malheureux inutilement. La tristesse, lorsqu'elle est excessive, peut devenir un frein à toute volonté de surmonter l'adversité. En résumé, le désir, la joie et la tristesse complètent le tableau des passions primitives de Descartes. Le désir est la force motrice qui nous pousse vers le futur, nous incitant à rechercher le bien et à éviter le mal. La joie est la douce récompense de la possession du bien présent, nous encourageant à poursuivre nos efforts. La tristesse est l'avertissement amer de la présence du mal, nous incitant à nous protéger et à changer de voie. Ces 6 passions primitives sont, pour Descartes, les ressorts fondamentaux de notre âme. Elles sont les signaux envoyés par le corps à l'âme pour assurer sa conservation et son bien-être. Comprendre leur origine mécanique et leur utilité première est la première étape vers leur maîtrise. Cependant, leur puissance brute, si elle n'est pas tempérée par la raison, peut nous mener à des excès ou des jugements erronés. Le défi, et la suite de l'exploration cartésienne, sera de comprendre comment ces passions se combinent en des formes plus complexes, et surtout comment l'âme, par sa volonté et son jugement, peut apprendre à les gouverner pour vivre une vie vertueuse et équilibrée. Chapitre 4. La variété des passions composées, du particulier au général. Après avoir décortiqué les 6 passions primitives, l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse, René Descartes s'attelle à la tâche complexe d'expliquer comment ces émotions fondamentales se combinent, se modifient, s'intensifient ou s'atténuent pour former l'immense et subtile tapisserie de notre vie affective. Ce 4e chapitre de notre exploration nous plonge dans la variété des passions composées, révélant comment des sentiments apparemment distincts ne sont souvent que des nuances ou des mélanges des passions originelles, et comment leur interaction façonne notre comportement et nos jugements. Descartes affirme que toutes les autres passions, au-delà des 6 primitives, ne sont que des espèces ou des variations de ces dernières. Elles naissent de la combinaison de plusieurs d'entre elles, ou bien d'une seule primitive mais accompagnée de circonstances ou de jugements spécifiques qui lui donnent une coloration particulière. C'est ici que la finesse de l'analyse cartésienne se révèle, cherchant à réduire la complexité apparente des émotions à des principes plus simples, à la manière d'un chimiste décomposant des corps complexes en éléments de base. La formation des passions composées s'explique par la nature des mouvements des esprits animaux. Lorsque plusieurs objets ou circonstances agissent simultanément sur les sens, ou que l'âme forme des jugements complexes, les esprits animaux peuvent être dirigés vers la glande pinéale de manière plus complexe, ou suivre des chemins différents qui s'entremêlent, générant ainsi des perceptions affectives plus nuancées.
1. L'estime et le mépris, jugement de valeur de soi et d'autrui. Descartes commence par explorer des passions intimement liées à notre perception de la valeur, qu'il s'agisse de la nôtre ou de celle des autres. L'estime et le mépris. L'estime. Elle est une forme d'amour de soi ou d'autrui, fondée sur la perception d'une excellence ou d'une perfection. Lorsque nous estimons quelqu'un, nous avons une haute opinion de ses qualités, de ses vertus ou de ses capacités. Pour Descartes, l'estime est un mélange de joie, parce que nous percevons un bien en l'objet de l'estime, que ce soit en nous-mêmes ou en autrui, et d'admiration parce que l'excellence perçue peut être nouvelle ou remarquable. L'estime de soi, lorsqu'elle est bien fondée sur la conscience de nos vertus et de notre libre arbitre, comme nous le verrons avec la générosité, est saine et nécessaire. Elle nourrit la confiance et la résolution. L'estime d'autrui est essentielle à la reconnaissance des mérites et à la construction de relations harmonieuses. Le mépris, c'est l'opposé de l'estime, une forme de haine ou d'aversion, fondée sur la perception d'une faiblesse, d'un défaut ou d'une imperfection. Lorsque nous méprisons, nous sous-estimons la valeur de quelqu'un ou de quelque chose. Pour Descartes, le mépris est un mélange de tristesse, parce que nous percevons un mal ou un défaut, et d'une forme d'admiration inversée ou de surprise face à l'imperfection. Le mépris peut être justifié face à des vices ou des comportements réellement répréhensibles, mais il devient problématique lorsqu'il est aveugle, généralisé ou fondé sur l'ignorance. Il peut alors engendrer l'arrogance et l'exclusion. Ces deux passions nous rappellent que nos émotions sont souvent le reflet de nos jugements de valeur. 2. La générosité et l'orgueil, fierté, vanité. L'estime de soi en question Descartes accorde une importance capitale à la générosité, qu'il considère comme la passion la plus noble et la plus vertueuse, la clé de la maîtrise des autres passions. Il la met en contraste avec l'orgueil, sa contrefaçon. La générosité. C'est une estime de soi juste et bien fondée. Descartes la définit comme la conscience que chaque homme a de son libre arbitre, c'est-à-dire de sa capacité à bien ou mal user de sa volonté, et la résolution de bien user de cette volonté. Ce n'est pas de l'arrogance, car elle ne se fonde pas sur des qualités extérieures, richesse, beauté, statut, mais sur la seule capacité intérieure à agir moralement. La générosité est une combinaison d'amour de soi, un amour sain et juste, et de joie, dans la conscience de sa propre vertu. Elle est tempérée par l'humilité, une basse estime de soi juste, non pas la basse estime de soi injuste, mais celle qui reconnaît nos faiblesses inévitables et notre dépendance envers l'être supérieur. Le généreux ne méprise personne, car il voit en chacun la même capacité à bien user de sa volonté. Il est humble face à ce qu'il ne maîtrise pas, mais fier de sa capacité à choisir le bien. C'est la passion qui nous rend maîtres de nous-mêmes, car elle nous pousse à ne juger que ce qui dépend réellement de nous, nos volontés, et à ne jamais nous attribuer des mérites immérités. L'orgueil, fierté, vanité. C'est une fausse estime de soi, fondée sur des titres extérieurs, richesse, noblesse, apparence, etc., ou sur des qualités intérieures que l'on n'a pas réellement méritées par l'exercice de sa volonté. L'orgueilleux se trompe sur sa propre valeur, s'attribuant des mérites qui ne lui reviennent pas. L'orgueil est un mélange d'amour de soi excessif et de joie illusoire. Il conduit souvent au mépris d'autrui et à une vulnérabilité aux jugements extérieurs. Descartes critique l'orgueil car il détourne l'individu de la véritable source de l'estime de soi, la bonne utilisation de son libre arbitre, et le rend dépendant de l'approbation d'autrui ou de circonstances éphémères. La distinction entre générosité et orgueil est cruciale pour Descartes, car elle sépare la vertu véritable de son imitation. 3. Autres passions, composées et leur dynamique. Descartes continue d'analyser de nombreuses autres passions, montrant comment elles sont des variations des primitives. La honte, une forme de tristesse mal perçue, qui naît de la peur d'être blâmé ou méprisé par les autres pour une action ou un état jugé honteux. C'est une tristesse accompagnée d'une forme d'admiration, d'étonnement, face à la réprobation d'autrui. L'envie, une forme de tristesse causée par le bien d'autrui que l'on voudrait posséder. Elle est un mélange de tristesse, de ne pas avoir ce bien, et de haine,
envers celui qui le possède. Elle est particulièrement pernicieuse car elle nous fait percevoir le bien d'autrui comme un mal pour soi. La pitié, une forme de tristesse causée par le mal d'autrui. C'est une tristesse mêlée d'amour pour la personne qui souffre. Son utilité est de nous inciter à aider autrui, mais elle peut être excessive et nous faire souffrir inutilement. Le remords, une tristesse qui naît du fait d'avoir fait le mal. C'est une tristesse accompagnée d'une forme de haine de soi pour l'action commise. Son utilité est de nous inciter à corriger nos erreurs et à ne plus les commettre. La gratitude, une forme d'amour envers celui qui nous a fait du bien. C'est un mélange d'amour et de joie pour le bien reçu qui pousse au désir de rendre l'appareil. Elle est fondamentale pour les liens sociaux et la reconnaissance mutuelle. La colère, une forme de haine et de désir de vengeance déclenchée par la perception d'un tort ou d'une injustice. C'est un mélange de haine envers celui qui a commis le tort et de désir de vengeance ou de réparation. Elle est utile pour se défendre, mais dangereuse par ses excès. La dérision, le dédain. Ce sont des formes de joie mêlées à du mépris. On se réjouit du mal ou des imperfections d'autrui, ce qui est une passion souvent vicieuse, car elle ne provient pas d'une vertu, mais d'une supériorité illusoire ou d'une malignité. L'espérance et la crainte. Ce sont des formes de désir et de tristesse liées à l'incertitude du futur. L'espérance est le désir accompagné de l'opinion que ce que l'on désire est probable. La crainte est la tristesse accompagnée de l'opinion que ce que l'on redoute est probable. Elles sont importantes car elles modulent l'intensité de nos désirs et de nos aversions. La jalousie, un désir excessif de conserver un bien qui est estimé et que l'on craint de perdre au profit d'autrui. Elle est souvent une combinaison complexe de désir, de peur et de tristesse. 4. L'influence des passions sur le corps et le jugement. Descartes ne s'arrête pas à la description des passions, il analyse aussi leurs effets visibles et invisibles. Manifestations corporelles. Chaque passion a des expressions physiques qui lui sont propres. La dilatation ou la constriction des pupilles, la pâleur ou la rougeur du visage, les larmes, le rire, les changements dans le ton de la voix, les mouvements involontaires du corps, tremblements de peur, gestes de colère. Ces manifestations sont le résultat des mouvements des esprits animaux qui, sous l'impulsion de la glande pinéale, affectée par la passion, se dirigent vers les muscles appropriés et altèrent la circulation sanguine. Influence sur le jugement. Les passions ont un pouvoir considérable sur notre jugement et notre raisonnement. Une passion forte peut aveugler l'âme, la rendant incapable de juger sereinement de la situation. La peur peut nous faire voir des dangers là où il n'y en a pas. L'amour peut nous rendre aveugles au défaut de l'être aimé. La colère peut nous pousser à des décisions irréfléchies. Les passions peuvent déformer notre perception de la réalité et nous empêcher de former des jugements clairs et précis. Influence sur la volonté. Bien que Descartes affirme que la volonté est libre et ne peut être directement contrainte par les passions, il reconnaît que ces dernières l'inclinent fortement à agir dans un certain sens. Une passion intense peut rendre très difficile pour la volonté de résister à l'impulsion. Le rôle de la raison, comme nous le verrons dans le prochain chapitre, est précisément d'éclairer la volonté pour qu'elle puisse résister aux impulsions excessives ou nuisibles des passions. En comprenant la formation et les dynamiques de ces passions composées, Descartes nous offre une carte détaillée de notre monde intérieur. Il nous montre que les émotions les plus complexes, celles qui semblent les plus énigmatiques, peuvent être décomposées en éléments plus simples et comprises dans leur mécanique. Cette connaissance est le premier pas vers la maîtrise. Car en connaissant l'origine et les effets de ces affections, l'âme n'est plus une victime passive de ses sentiments, mais une entité qui peut, par la raison et la volonté, apprendre à les gouverner et à les utiliser au service de son bien-être et de sa vertu. C'est cette science des passions qui ouvre la voie à la sagesse pratique, nous permettant d'aspirer à une vie où la raison et les émotions travaillent en harmonie, non en conflit. Chapitre 5. La maîtrise des passions. Le rôle de la raison et de la volonté. Après avoir minutieusement décortiqué la mécanique des passions, des plus primitives aux plus composées, René Descartes aboutit au cœur pratique de son traité, la question fondamentale de la maîtrise des passions.
Loin d'être un simple exercice de classification, toute l'entreprise cartésienne vise à doter l'individu des outils intellectuels nécessaires pour ne pas être un esclave de ses émotions, mais plutôt un maître de sa propre âme. Ce chapitre explore comment, selon Descartes, la raison et la volonté peuvent interagir avec ces forces affectives pour nous guider vers une vie plus vertueuse, plus sereine et plus libre. Descartes affirme d'emblée que les passions, bien qu'utiles par nature pour la conservation du corps, comme des signaux d'alarme ou des incitations à l'action, peuvent devenir des sources de perturbation et de malheur si elles ne sont pas correctement gouvernées. Leur intensité peut nous aveugler, déformer notre jugement et nous pousser à des actions irréfléchies, souvent contraires à notre véritable bien. Le but n'est pas d'éradiquer les passions, une tâche impossible et même indésirable, car elles sont ancrées dans notre nature d'êtres humains composés d'un corps et d'une âme. Le véritable objectif est de les réguler, de les orienter, afin qu'elles servent la raison plutôt que de la dominer. 1. L'impuissance de la volonté. Directe et la nature des passions. Un point crucial que Descartes clarifie est que les passions, étant des perceptions de l'âme, c'est-à-dire des affections passives, ne peuvent pas être directement supprimées ou modifiées par un simple acte de la volonté. On ne peut pas décider d'un coup de ne plus avoir peur, de ne plus être triste ou de ne plus aimer. L'âme subit ces passions en réponse au mouvement des esprits animaux. Vouloir directement ne pas ressentir une passion, c'est comme vouloir ne pas sentir la douleur d'une brûlure. C'est contraire à leur nature. Cette compréhension est fondamentale. Elle libère l'individu du fardeau d'essayer de réprimer brutalement ses émotions, une tentative souvent vaine qui conduit à la frustration et à la souffrance. Si la volonté ne peut pas directement ordonner aux passions de disparaître, comment peut-elle alors exercer une quelconque maîtrise? La réponse réside dans l'action indirecte de la volonté, guidée par la raison. La volonté peut agir sur les esprits animaux non pas en les annulant, mais en les détournant ou en les modifiant. 2. Le rôle stratégique de la raison dans la maîtrise. La raison est l'instrument principal par lequel l'âme peut influencer indirectement ses passions. Son rôle est triple. A. Le jugement éclairé. Changer la perception des objets. La première et la plus importante stratégie de la raison est de réévaluer l'objet de la passion. Les passions naissent de la façon dont nous percevons un bien ou un mal, un danger ou une opportunité. Si notre jugement est erroné, la passion qui en découle le sera aussi, et nous mènera à des actions inappropriées. Corriger les fausses apparences. La raison nous permet d'examiner objectivement la situation et de distinguer la vérité de l'illusion. Par exemple, si nous avons peur d'une menace qui n'existe pas, une illusion, la raison, en nous montrant l'absence de danger réel, peut faire cesser ou atténuer la passion de la peur. Pondérer la valeur. La raison nous aide à évaluer la véritable valeur d'un bien ou d'un mal. Une chose qui nous semble désirable sous le coup de l'impulsion peut, après examen rationnel, se révéler nuisible à long terme. De même, un mal qui nous cause de la tristesse peut, par la raison, être perçu comme moins grave, ou même porteur d'une leçon. Anticiper les conséquences. La raison peut prévoir les conséquences futures de nos actions impulsées par les passions. Si le désir nous pousse vers un plaisir immédiat mais potentiellement destructeur, la raison peut nous montrer les maux qui en découleront, nous incitant à tempérer ce désir ou à le réorienter. Se représenter les objets autrement. La raison peut présenter à l'âme des images ou des pensées qui sont contraires à celles qui suscitent la passion. Par exemple, pour calmer la colère, l'âme peut se représenter la faiblesse ou l'ignorance de celui qui nous a offensés ou les conséquences négatives de notre propre colère. Ce sont des ruses de la raison pour influencer le mouvement des esprits animaux. En changeant le jugement sur l'objet qui déclenche la passion, la raison influence les mouvements des esprits animaux et, par conséquent, la nature et l'intensité de la passion ressentie. C'est une forme de thérapie cognitive avant l'heure. B. Le conditionnement et l'habitude. Former le corps et l'âme. Descartes souligne que, bien que la volonté ne puisse pas commander directement aux passions, elle peut, par des exercices répétés, former des habitudes qui influencent les mouvements des esprits animaux. C'est le principe du conditionnement. Les réactions innées et acquises. Les mouvements des esprits animaux et les réactions passionnelles peuvent être innés, comme la peur naturelle du danger, ou acquis par l'habitude et l'expérience.
L'entraînement des réponses corporelles. En répétant certaines actions ou en s'exposant à certaines situations de manière contrôlée, l'âme peut progressivement modifier les chemins que les esprits animaux empruntent dans le cerveau. Par exemple, un homme courageux n'est pas celui qui n'a jamais peur, mais celui qui, par l'habitude de confronter le danger, a appris à diriger les esprits animaux de la peur non vers la fuite, mais vers des actions résolues. La puissance de la répétition. Chaque fois que l'âme, par sa volonté, résiste à une passion ou agit contrairement à son impulsion, elle renforce un chemin nerveux qui rendra plus facile la même résistance à l'avenir. C'est la construction de la vertu par l'habitude. C'est la diversion. Réorienter l'attention. Une autre tactique de la raison est la diversion ou le déplacement de l'attention. Lorsque l'âme est submergée par une passion intense et nuisible, comme une tristesse profonde ou une colère aveuglante, la volonté peut choisir de porter son attention sur d'autres pensées, d'autres objets ou d'autres activités. En détournant le flux des esprits animaux vers de nouveaux canaux, on affaiblit l'intensité de la passion dominante. Par exemple, pour surmonter une tristesse persistante, on peut se concentrer sur des pensées joyeuses, se plonger dans une activité absorbante, ou simplement se remémorer des événements heureux. Cela ne supprime pas la tristesse, mais en réduit la force en coupant l'alimentation des esprits animaux qui la soutiennent. 3. La générosité, la clé de voûte de la maîtrise de soi. Au cœur de la doctrine cartésienne de la maîtrise des passions se trouve la générosité. Pour Descartes, ce n'est pas seulement une vertu parmi d'autres, c'est la passion ou l'habitude mentale qui nous rend véritablement maîtres de nous-mêmes. Nature de la générosité. La générosité n'est pas l'orgueil ou la vanité. Elle ne se fonde pas sur des qualités extérieures comme la richesse, la beauté, le statut social ou même des talents naturels. Elle se fonde sur deux éléments essentiels. La conscience, que la plus grande perfection de l'homme est son libre arbitre, c'est-à-dire sa capacité à bien ou mal user de sa volonté. La ferme résolution d'user de sa volonté toujours au mieux, de faire ce que l'on juge être le meilleur. Le généreux et son rapport aux passions. Le généreux, conscient de son pouvoir de choisir le bien, n'est pas facilement ému par les biens ou les maux extérieurs qui ne dépendent pas de lui. Il ne se réjouit pas excessivement des succès fortuits, ni ne se désole outre mesure des revers qu'il ne pouvait contrôler. Il méprise l'orgueil des autres, car il sait que la vraie valeur réside dans la volonté intérieure, non dans l'apparat. Il n'est pas jaloux du succès d'autrui, car il se concentre sur sa propre vertu. Il est porté à la bienveillance et à l'amitié, car il voit en chaque homme la même capacité à bien user de sa volonté, et il désire leur bien. Il n'est pas sujet à la honte excessive, car il sait qu'il a agi selon son meilleur jugement. Il maîtrise ses désirs en ne désirant que ce qui est en son pouvoir de faire et ce qui est conforme à la raison. La générosité comme antidote. La générosité agit comme un filtre pour les passions. Elle nous pousse à ne nous estimer que pour ce qui dépend réellement de nous, nos choix moraux, et à ne mépriser que ce qui est répréhensible, la mauvaise utilisation du libre arbitre, et non la personne. En se fondant sur une juste estime de soi et une résolution vertueuse, elle nous permet de juger avec équité et d'agir avec constance, rendant les passions excessives impuissantes. 4. L'atteinte de la sagesse et de la tranquillité de l'âme. La finalité de cette maîtrise des passions, par le rôle conjoint de la raison et de la volonté éclairée par la générosité, est l'atteinte de la sagesse et de la tranquillité de l'âme. Non pas l'apathie, mais l'équilibre. Descartes ne prône pas l'absence de toute émotion, une apathie stoïcienne où l'âme serait indifférente à tout. Au contraire, il reconnaît l'utilité des passions modérées et bien dirigées. Il s'agit de ressentir les émotions nécessaires à notre vie, mais sans être submergé par elles. La vertu comme chemin. La maîtrise des passions est un élément clé de la vertu cartésienne. Agir vertueusement, c'est agir selon la raison, même lorsque les passions nous poussent dans une autre direction. C'est l'exercice constant de notre libre arbitre pour choisir le bien, guidé par une connaissance claire et distincte. Le bonheur rationnel. Le bonheur, pour Descartes, n'est pas une simple accumulation de plaisirs passifs, mais une satisfaction profonde qui découle de la conscience d'avoir bien usé de sa raison et de sa volonté. C'est une joie stable, issue de la vertu, et non des caprices des passions
ou des aléas de la fortune. La tranquillité de l'âme vient de la certitude d'avoir fait de son mieux, quoi qu'il arrive. En définitive, le traité de Descartes sur les passions de l'âme n'est pas qu'une simple anatomie des émotions. C'est un manuel de vie pratique. Il nous offre une voie pour comprendre nos affections les plus profondes, pour déceler leurs origines mécaniques et leurs utilités. Plus important encore, il nous arme de la conviction que, malgré leur puissance, nous ne sommes pas à leur merci. Par le travail de la raison, en ajustant nos jugements, en cultivant de bonnes habitudes, en redirigeant notre attention et en développant la vertu cardinale de la générosité, nous pouvons apprendre à gouverner nos passions. Cette maîtrise n'est pas une lutte constante et douloureuse, mais un raffinement de notre être, une harmonisation entre notre corps et notre âme. Elle nous permet de vivre avec une plus grande clarté, une plus grande liberté et une paix intérieure durable. C'est l'invitation de Descartes, connaître nos passions pour mieux les dompter, non pas pour les étouffer, mais pour les transformer en alliés au service d'une existence pleinement humaine et vertueuse. Le chemin vers la sagesse passe par une compréhension éclairée de ce qui nous meut. Nous voici arrivés au terme de notre voyage au cœur des passions de l'âme de René Descartes, une œuvre qui, plus de 3 siècles après sa publication, continue de résonner avec une pertinence étonnante. Nous avons exploré la tentative audacieuse d'un des plus grands esprits de l'histoire de la philosophie de décortiquer nos émotions non pas comme des mystères insondables ou des défauts à masquer, mais comme des phénomènes naturels, soumis à des lois, à l'image du monde physique. Nous avons d'abord plongé dans le dualisme cartésien, cette distinction radicale entre le corps-machine et l'âme pensante. Ce concept, loin d'être une abstraction lointaine, est la clé de voûte de sa compréhension des passions. Il nous a permis de saisir comment ces agitations de l'âme sont des perceptions passives, nées de l'interaction complexe entre les mouvements des esprits animaux dans le cerveau et la glande pinéale, le siège privilégié de l'union des deux substances. Ce fut une tentative pionnière d'établir une science de l'affectivité, cherchant à percer les secrets de ce qui nous meut. Nous avons ensuite démêlé le réseau des 6 passions primitives: l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. Chacune, avec sa mécanique propre, sa fonction et ses dangers potentiels, révèle un aspect fondamental de notre rapport au monde et à nous-mêmes. De l'étonnement initial face à la nouveauté, en passant par l'attraction et la répulsion, jusqu'aux moteurs d'action que sont le désir, la joie et la tristesse, Descartes nous a offert un lexique précis et une carte détaillée de nos premières réactions émotionnelles. L'analyse des passions composées a ensuite montré la richesse et la complexité de notre vie affective. Estime, mépris, fierté, honte, envie, pitié, gratitude, colère, toutes ces nuances, et bien d'autres, ont été ramenées à des combinaisons et des modifications des passions fondamentales. Cette décomposition nous a permis de comprendre comment nos jugements et nos expériences façonnent un paysage émotionnel d'une infinie variété, avec des effets profonds sur notre corps et notre esprit. Mais la véritable révolution de Descartes réside dans sa doctrine de la maîtrise des passions. Loin d'être un appel à l'apathie ou à la répression stérile, il nous offre une voie vers la liberté intérieure. Nous avons appris que si la volonté ne peut pas directement ordonner à une passion de disparaître, elle peut, guidée par la raison, agir indirectement sur elle. En changeant nos jugements sur les objets qui nous émeuvent, en cultivant de nouvelles habitudes par la répétition d'actions vertueuses et en sachant détourner notre attention, nous pouvons influencer le cours de nos émotions. Au cœur de cette maîtrise se trouve la vertu cardinale de la générosité. Pour Descartes, la générosité est la conscience juste de notre capacité à bien user de notre libre arbitre et la ferme résolution de le faire. C'est elle qui nous rend véritablement maîtres de nous-mêmes, nous libérant de l'esclavage des passions excessives et des jugements erronés. Le généreux, car il fonde son estime sur ce qui dépend de lui, est moins sujet aux caprices du destin et aux fausses grandeurs. L'héritage de Descartes, à travers les passions de l'âme, est immensément précieux. Bien que sa physiologie des esprits animaux puisse nous sembler archaïque aujourd'hui face aux avancées des neurosciences, sa démarche fondamentale reste d'une modernité saisissante. Il nous a enseigné l'importance cruciale de la connaissance de soi et de la réflexion critique face à nos émotions.
Il a ouvert la voie à une psychologie qui cherche à comprendre les mécanismes sous-jacents de nos affections, plutôt que de simplement les subir ou les juger moralement. Pour nous, qui naviguons dans un monde d'émotions intenses et de sollicitations constantes, le message de Descartes est un phare. Nos passions sont des forces vives, des énergies essentielles à notre existence. Le défi n'est pas de les éteindre, mais de les comprendre pour les gouverner avec sagesse. C'est en éclairant nos jugements par la raison, en exerçant notre volonté avec résolution, et en cultivant des vertus comme la générosité, que nous pouvons transformer nos passions d'éventuelles entraves en puissantes alliées. Descartes nous offre les outils pour ne plus être simplement affectés par le monde, mais pour choisir comment nous voulons réagir. Il nous invite à une vie de plus grande conscience où l'âme, loin d'être une marionnette des mouvements du corps, devient le pilote éclairé de sa propre destinée. C'est un appel à l'autonomie émotionnelle, à une liberté intérieure qui se conquiert par la connaissance et la vertu. L'héritage de cette âme éclairée est une invitation à chacun de nous. Saisissez les rênes de vos passions, non pas pour les briser, mais pour les diriger avec intelligence et humanité.